Alors, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de m'avoir permis d'intervenir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer de compléter les deux premières interventions en parlant notamment de la gouvernance. Alors, en partant aussi un peu du principe que, même si je vais à nouveau rappeler des choses qu'Emmanuel et Renaud ont dites, mais que tout le monde est relativement familier du futur règlement IA. Le point qui est intéressant sur ce règlement IA, c'est qu'il est, en fait, il a deux origines de principes de droit. Il a la recherche, enfin, je dirais même trois, mais d'un point de vue juridique, je pense qu'il s'appuie sur deux points principaux. Donc il y a la recherche de cet équilibre entre innovation et droits fondamentaux, mais en termes juridiques aussi quelque chose qui s'appuie à la fois sur la protection des droits fondamentaux. Donc je reviendrai sur la protection des droits des données personnelles, mais il y en a d'autres. Et sur cette notion aussi de safety, de sécurité des produits, qui est quelque chose qu'on retrouve plutôt dans la réglementation qui relève de la DGCCRF, typiquement en France, et avec un projet de texte qui vise à essayer sur des systèmes, donc ce qu'on appelait les systèmes d'IA, combiner finalement ces deux niveaux de protection, donc de sécurité des produits et des droits fondamentaux. Avec, donc ça a été dit, une approche par les risques. En fait, 4 niveaux, mais il y en a un qui a quasiment disparu. Il y avait donc ce qui est interdit, enfin 3 niveaux plutôt de régulation. Les usages interdits, donc on a dit les techniques subliminales, des choses concernant les personnes vulnérables, le scoring social, la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public, qui est l'objet le plus discuté en termes de débat public. Et puis des usages à haut risque. La biométrie, les infrastructures critiques, l'éducation, les RH. C'est à la fois une liste assez longue, mais en fait, chacun de ces items, si vous vous référez à l'annexe 3, que ce soit dans la version de la Commission ou la version du Conseil, on voit assez bien les raisons qui ont poussé les législateurs à intégrer ces usages. Et en termes de gouvernance, il y aura donc en fait finalement des enjeux. Je vais juste rementionner, pardon, la troisième catégorie, c'est les usages à risque limité, qui, je crois, sous le contrôle d'Emmanuel, la proposition de la Commission comportait encore quelques petites obligations, mais dont l'objectif est quand même d'alléger, je pense, et vraiment de concentrer le gros de la régulation sur les usages à haut risque. L'enjeu, du coup, en termes de gouvernance et de mise en application, c'est à la fois de bien définir ce qui est interdit, là, c'était l'objet de la question là, de personnes du LNE, et de le faire respecter, et puis après de définir ce qui est à haut risque et ce qui n'est pas à haut risque, et avec toutes les questions qui sont posées évidemment par toutes les entreprises, et que j'y reviendrai, nous aussi à la CNIL, on peut commencer à se poser. On a eu un cas récent de saisine du gouvernement sur un projet de loi, par exemple, qui va arriver dans les prochaines semaines concernant un grand événement sportif dans peu de temps, et où on a commencé nous aussi un peu à faire l'exercice de est-ce que ce qui est proposé, comment ça marchera en fait dans le règlement? Est-ce que ce sera des usages à haut risque, pas haut risque? Est-ce qu'il y a ce qui est un peu de la fiction, parce que le cadre ne s'applique pas, mais c'est aussi intéressant, et on voit qu'en fait les définitions sont pas si larges, comment ça devront effectivement s'appliquer de manière relativement précise. Ont été ajoutés à tous les cas d'usage que j'ai mentionnés, évidemment, la question de l'IA générale. Alors, pour arriver à la gouvernance, donc l'enjeu, je pense qu'il est double. Il est la gouvernance au niveau européen, qui a fait effectivement l'objet de débats sur les différentes versions du texte de la Commission, la version de la proposition de la présidence française, et puis finalement le compromis au Conseil. Et puis la gouvernance nationale, qui sera évidemment mise en place une fois le texte définitivement adopté, peut-être avec un délai de mise en œuvre qui va être en plus assez long, hein. Donc là, si je reprends si les 3 ans sont adoptés, que le texte est adopté en 2023, ça veut dire que le texte rentre en œuvre en 2026, donc c'est quand même dans 4 ans. Donc c'est à la fois c'est très actuel comme débat, et puis en même temps avec une mise en place, une organisation notamment au niveau national qui a encore le temps de se faire. Je vais d'abord... alors, au niveau européen, donc l'idée de la Commission était de créer un board, en fait, avec tous ces textes européens, tous les textes que la Commission a sortis. Donc, elle a sorti un texte sur la gouvernance des données, un texte sur les données, des textes sur les marchés numériques, des textes sur les services numériques, un texte sur l'IA, et puis plein d'autres, en fait, en vrai. À peu près à chaque texte, elle a dit, je crée un board
Je crée un European AI, Innovation Board, European Data Board, donc plein de boards partout, qui étaient un peu inspirés de ce qu'on a connu sur le RGPD, où on a un European Data Protection Board, donc un conseil européen de la protection des données, mais sans du tout en reprendre pour le coup la gouvernance. Parce que dans le RGPD, vous avez de longs développements sur le fonctionnement du board et notamment un système qu'on appelle le système de cohérence qui vise à organiser en fait les décisions, la cohérence entre les décisions de chaque autorité nationale pour que les autres autorités puissent dire je suis pas d'accord. Dans certains cas, la Commission puisse intervenir. Dans le cas de la protection des données, la Commission n'a pas de voix délibérative, mais dans d'autres systèmes, ça peut être le cas. Et dans tous ces projets de texte, je pense qu'il y a eu à la fois une recentralisation au niveau de la Commission. C'est le cas notamment des services numériques, le DSA, et des marchés numériques, le DMA, où en fait la gouvernance a été, pour les plus grosses plateformes, en fait, mise à la Commission. Je pense que l'exemple du RGPD a pu servir aussi pour faire mûrir de nouveaux modèles de gouvernance. Dans le cas de l'AI Act et d'autres textes, il y a eu donc un simple board européen de discussion entre les autorités de supervision. Je reviendrai après sur les différents types d'autorités. Les autorités de supervision, je crois qu'il y avait eu le souhait de la France de diversifier la composition de ce board, de ne pas avoir que des représentants des États membres, mais aussi des représentants de l'écosystème, des industriels, des chercheurs. Finalement, le compromis sous le contrôle d'Emmanuel est de maintenir un board qui représente les États membres, mais qui a notamment, je crois, un sous-groupe, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un sous-groupe de représentation des parties prenantes, notamment industrielles, qui viendra interagir avec ce board décisionnel au niveau des États membres. Ça, c'était l'échelon européen et évidemment des actes délégués, un certain nombre d'éléments qui seront également attendus de la Commission. Au niveau national, alors le point intéressant en fait sur ce règlement, et notamment je reviendrai un peu sur l'articulation avec le RGPD, comme ça a été déjà dit, c'est que c'est un règlement donc, qui est au croisement de la protection des droits fondamentaux et de la sécurité des produits. En fait, le modèle de régulation des droits fondamentaux, c'est un modèle de régulation avec une autorité indépendante. Dans le RGPD, on a mis l'accountability, enfin un certain nombre de propriétés. Mais le modèle qui vient de la sécurité des produits, c'est le modèle de la mise sur le marché. C'est un modèle, moi, pour avoir travaillé dans différents modèles de régulation sur le numérique, qui est en fait assez nouveau pour le numérique. Et qui dit, en fait, le marché intérieur est un marché, on veut ouvrir le marché intérieur, on veut qu'il soit cohérent, et donc on va demander à des fournisseurs d'avoir ce qu'on appelle un marquage CE, donc une forme d'évaluation de conformité qui les autorise à mettre sur le marché. Donc c'est le cas pour les jouets, pour les produits chimiques, pour des dispositifs médicaux. Enfin, vous avez tout plein de produits qui sont aujourd'hui soumis à ce système de vérification de conformité pour la mise sur le marché, avec du coup un modèle de contrôle qui est basé beaucoup sur l'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise réalise elle-même l'évaluation de son produit au regard d'un certain nombre de règles, et une autorité de surveillance de marché qui, en fait, elle, est chargée à la fois, dans certains cas, et dans le cas du règlement IA, finalement, dans des cas limités, qui va être dans certains cas de vérifier ex ante la conformité ou de demander une vérification par un tiers. Hein. Donc dans le cas du règlement IA, c'est notamment pour la biométrie, enfin la reconnaissance faciale, que les entreprises qui veulent faire ça ne feront pas une simple auto-évaluation, mais demanderont une évaluation par un tiers qui lui-même a été certifié par l'autorité de supervision et l'autorité de surveillance de marché. Ça, c'est le premier modèle. Et le deuxième modèle, c'est effectivement que c'est un texte transversal qui vient compléter des dispositions sectorielles. Donc ça a été cité, donc, par exemple sur les dispositifs médicaux, c'est finalement l'autorité de contrôle des dispositifs médicaux. Alors pour être honnête, je ne suis pas le plus précis, mais on va dire l'ANSM ou en lien sans doute avec la HAS, donc l'Autorité nationale de sécurité des médicaments. Dans le cas des services financiers, ça va être par exemple l'AMF. Dans le cas de certains d'autres produits qui relèvent de la compétence de la DGCCRF, ça pourra être la DGCCRF. Donc vous aurez en fait
vous, en tant qu'entreprise qui travaillez dans un secteur, si vous travaillez dans le secteur des transports, finalement, ça va être votre régulateur des transports, de l'aviation civile par exemple, qui lui va devoir décliner les exigences du règlement IA à ce qu'il demande déjà. Donc, si je prends le cas de l'aviation civile, on est un secteur ultra réglementé. Vous avez déjà tout plein de points de conformité qui sont vérifiés par votre régulateur, qui devra en plus ajouter les règlements IA. Et viendra s'ajouter du coup à l'ensemble de ces autorités de surveillance sectorielle, une autorité de coordination, de supervision nationale, qui sera probablement une de ces autorités, qui viendra à la fois représenter probablement la France au board et s'assurer aussi, je pense qu'un des grands enjeux sera de s'assurer qu'un système d'IA qui en fait va être utilisé pour plusieurs marchés sectoriels, notamment c'est le cas des IA à usage général. Donc moi je fais un système d'IA, une brique de vision par ordinateur par exemple, et mon système a vocation à être utilisé dans l'aviation civile et dans le médical, dans des dispositifs médicaux par exemple. Effectivement, un des gros enjeux va être de dire comment je fais pour éviter de me faire screener une première fois, d'avoir des exigences aviation civile qui sont différentes en termes de performance de celles de systèmes médicaux. C'est sûr que, vu le contexte d'usage, il y aura forcément des aspects différents, mais de trouver aussi des points de convergence qui font que pour l'entreprise, elle n'a pas à se soumettre à l'entreprise d'IA, notamment générique, elle n'a pas à se soumettre à de multiples régulateurs qui ont des exigences. Et la coordination nationale, de dire notamment les grilles d'évaluation sont cohérentes entre les différentes autorités, sera un des gros enjeux de la gouvernance nationale. Tout ça devant être en plus coordonné au niveau européen, puisque du fait du marché unique et de ce système de mise sur le marché, un système qui est autorisé en République tchèque, il est mécaniquement autorisé pour l'ensemble du marché intérieur. Et donc évidemment, si la France commence à surcontrôler sur des règles spécifiques la mise sur le marché, elle handicapera ses propres entreprises et elle ne pourra pas non plus s'opposer à des systèmes qui ont été mis sur le marché par des autorités qui auront moins regardé. Je vais essayer de pas être trop long. Le dernier point, pardon. D'accord. Le dernier point, évidemment, le grand challenge autour de cette notion de certification. Enfin, le challenge du coup pour arriver à mettre ça en musique, ça va être de certifier ces logiciels d'IA. Ça représente deux gros challenges. Le premier, c'est qu'ils sont souvent basés sur de la statistique. Et donc, certifier de la statistique, c'est compliqué. Et le deuxième, c'est que c'est des logiciels. Et certifier des logiciels, c'est compliqué. Parce que les logiciels, on les met à jour, on les change tout le temps. Et donc là, on a un double enjeu qui va être effectivement extrêmement compliqué. Pour finir, je dirais juste un point sur l'articulation avec le RGPD. Nous, ce qui nous intéresse à la CNIL, donc la CNIL sera probablement à minima une des autorités compétentes, notamment pour les systèmes utilisés par les forces de l'ordre, par exemple, dans certains contextes qui sont en fait déjà plus ou moins des objets qu'on regarde au titre du RGPD. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que le RGPD, on regarde des responsables de traitement. Donc en fait, on regarde, dans l'écosystème de l'IA, on regarde des gens qui utilisent des IA. On va regarder le traitement de la RATP qui utilise de l'IA sur des caméras. Et en fait, parfois, on a du mal à capturer des problèmes qui viennent en fait du système utilisé et pas de celui qui utilise, si je puis dire. Donc, on arrive à le capturer par la notion de sous-traitant, mais c'est pas parfois le fournisseur de solutions n'est pas défini au titre du RGPD. Et en fait, parfois, c'est lui qui pose problème, en fait. C'est ni le RT, il peut pas grand-chose, il achète un truc sur l'étagère. Le fournisseur de solutions, il donne juste un logiciel, il dit « moi, je suis pas responsable de ce que vous en faites ». Là, le règlement IA vient un peu compléter, de ce point de vue-là, le RGPD en disant « ça va permettre de réguler, en fait, les fournisseurs de solutions avec ce système de mise sur le marché ». Et ce qui permettra d'agir peut-être à la source et d'éviter à des responsables de traitement, donc des entreprises utilisatrices, de devoir justifier d'un système où ils n'ont ni conçu, ni aucune idée exactement de comment ça marche.
Et pour finir, donc d'ici là, on continue, nous, en tout cas, la CNIL, à travailler sur le sujet. On a sorti tout un dossier en avril dernier. On travaillera notamment sur des sujets assez compliqués, alors, notamment sur le cadre, on va sortir dans les prochains mois des choses sur une recommandation probablement sur les bases d'apprentissage, et donc la conformité RGPD des bases d'apprentissage. Les sujets suivants qu'on a, il y aura probablement des choses sur les biais, mais il y a aussi, par exemple, la présence de données personnelles dans les modèles pour justement déterminer si mon modèle est soumis au RGPD. C'est une question qui n'est pas du tout évidente d'un point de vue scientifique, de déterminer si mon modèle entraîné comporte des données personnelles et donc, du coup, entraîne un certain nombre de droits pour les personnes. Donc, c'est un sujet sur lequel on sera ravis de travailler avec toutes les personnes intéressées. Voilà, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il une question? On a le temps peut-être pour une petite question. Oui, au fond de la salle. Marche. Bonjour, merci à vous. Justement, je voudrais rebondir sur le dernier point et un point précédent au niveau de la dimension technique, scientifique, du coup des autorisations de mise sur le marché. La fenêtre de temps est assez courte. Comment est-ce que vous anticipez du coup la définition de ces critères techniques, scientifiques et quelle va être la méthode pour définir tout ça? Alors, vous avez 30 secondes. Non, je crois qu'il y a une table ronde qui va parler de ça juste après. Je pense que c'est un peu l'enjeu de mise en musique, c'est-à-dire à la fois entre les lignes directrices de la commission, les standards et la normalisation des systèmes d'évaluation qui pourront être faits et que les autorités de supervision pourront exiger. En fait, je pense que on est encore un peu dans la théorie. Nous, on n'est pas la CNIL, on ne pratique pas beaucoup ce modèle, mais d'autres le font, mais on commence à s'y intéresser en tout cas. Je pense que l'idée, c'est vraiment que l'autorité de supervision dise pour un système à haut risque qui fait du traitement RH, de l'IA pour du traitement RH, donc du suivi du classement automatique de CV, on va faire des choses comme ça, ou de l'aide de motivation, si on prend ça. Voici la norme de référence ou la grille d'évaluation que je considère que vous devez passer et où vous devez atteindre tel et tel niveau de performance. Et donc, du coup, a priori, pour tous ces systèmes à haut risque, il y aura deux niveaux de régulation. Il y aura évidemment il y aura une partie plus juridique de définition de qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas. Donc ça, en fonction du niveau de définition. Et puis ensuite, sur ce qui est à haut risque, d'essayer de mettre en face de type de système une grille d'évaluation qui pourra être soit auto-évaluée par le fournisseur du système, soit pour lequel il pourra se faire évaluer par un tiers. Donc c'est un système de certification qu'on a déjà un peu dans le RGPD en l'occurrence, et qu'on a dans plein d'autres secteurs, mais qui sans doute passera comme ça avec un énorme enjeu d'état de l'art, compte tenu des évolutions très rapides de l'IA, donc sans doute définition de compromis pour laisser les choses ouvertes. Je sais qu'en matière de dispositifs médicaux, c'est un débat récurrent, notamment en termes de performance sur l'imagerie, par exemple, de définir quel est le niveau de performance aujourd'hui qu'on peut attendre par rapport à il y a 5 ans. C'est évidemment pas du tout la même chose. Très bien, merci beaucoup. Merci.